Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, le Burundi. Les autorités accusent le Rwanda d'abriter des rebelles et ferment la frontière. Les autorités burundaises ont annoncé ce jeudi la fermeture de la frontière et toutes les frontières terrestres avec le Rwanda. Ils accusent plutôt le Rwanda de servir de base aux ennemis du Burundi. Et le Rwanda serait en train d'armer, d'héberger, de nourrir les rebelles burundais du Red Tabara, un groupe rebelle burundais qui aurait trouvé refuge ou bien aurait comme base arrière le Rwanda. Donc le Rwanda est à nouveau accusé par un autre voisin d'abriter des rebelles contre ce voisin-là. En réaction, le Burundi annonce la fermeture de ses frontières. Côté rwandais, on nie les faits et on dit que cette fermeture des frontières, décision unilatérale, va à l'encontre des droits et des libertés et des populations qui sont privées de ce qu'on appelle libre circulation des biens et des personnes. Eric, pour commencer, je commence par Eric. Le Rwanda encore. Le Rwanda est très le Rwanda souvent, encore, on a envie de le dire. oui, Encore le Rwanda. très souvent accusé par ses voisins d'abriter des groupes armés qui dérangent ces pays. Et je crois que si l'État burundais est allé jusqu'à fermer les frontières, c'est que véritablement il y a quelque chose qui se passe là-bas. Voyez-vous, au niveau de la RDC, la frontière avec le Rwanda est si vaste que fermer poserait beaucoup de problèmes puisque c'est des peuples qui ont l'habitude de vivre ensemble. Ils font pratiquement tout ensemble. Et c'est comme nous avec le Ghana ici, sur la frontière à Flao. Si c'est pas qu'il y a des passerelles. Non, je veux parler de la frontière physique émise par les deux pays vers le côté sud, mais tout le long de choses, il y a rien. Les gens quittent le Ghana pour venir à l'école le matin. Au Togo, les gens quittent le Togo pour aller travailler au Ghana. C'est la même chose sur les frontières entre la RDC et le Rwanda. De même que entre le Burundi et le Rwanda. Sauf que il y a des situations de crise dans ces deux pays-là, pays limitrophes du Rwanda, c'est-à-dire la RDC et le Burundi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'armée de ces deux pays-là essaie de traquer ces forces armées-là qui viennent, comment je dis forces armées, je dis ces rebelles-là. Mais ce qu'on remarque, c'est que une fois que l'armée essaie de les traquer, ces rebelles quittent le territoire pour se retrouver au Rwanda. Et malheureusement, ils ne sont jamais inquiétés. Et ça a été également le cas avec on dit aujourd'hui le Centrafrique. Le Centrafrique. On a la Centrafrique, mais non, il y a l'État. Je sais qu'ils ont donné la possibilité. Maintenant, c'est le Centrafrique. Le Centrafrique, c'est ça. Et donc, il y a eu également de ces problèmes-là à ce niveau. Donc, pour ces pays, tous ces pays-là, limitrophes du Rwanda, c'est que le Rwanda est en train de jouer un mauvais rôle. Et parce que ce petit pays-là, a quand même une armée très puissante. Et est dirigée de main de fer par un général. Et donc, ces pays-là, ne cherchant pas à entrer en guerre contre le Rwanda, n'ont pas d'autre possibilité que de fermer leurs frontières, ce que le Burundi vient de faire. Et c'est compréhensible.
Si des groupes armés, des rebelles peuvent quitter le Rwanda, faire des incursions sur le territoire et repartir sans être inquiétés, c'est pour cette raison qu'on accuse directement l'État rwandais d'être derrière ces rebelles-là. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de fermer les frontières pour éviter. Donc, ça veut dire que s'il y a un mouvement du Rwanda vers le Burundi, ça veut dire que c'est une provocation de guerre. C'est une agression. C'est une agression, c'est une provocation de guerre. Et là, on peut riposter et le monde entier aviserait. On sait que le Rwanda est à la frontière nord avec le Burundi. Tout le nord du Burundi, c'est le Rwanda. Là, ouais. Et donc, quand on traque ces rebelles, ils se retrouvent au Rwanda. Le Rwanda, à nouveau accusé par l'un de ses voisins de soutenir des rebelles. On sait que c'était la RDC qui en a parlé pendant longtemps. L'affaire n'est pas encore finie. Et voilà le Burundi qui sort aussi de l'ornière, qui dit que le Rwanda, d'abord, abrite, nourrit et arme des rebelles contre le Burundi. Oui, c'est cela. Malheureusement, encore le Rwanda, encore et toujours. Moi, je pense que si ce que dit le président burundais est avéré, vérifié, donc ça veut dire qu'en réalité, le Rwanda est en train est en train donc de payer le prêt ou la monnaie, de retourner la monnaie de sa pièce donc au Burundi, parce que le Burundi a aidé les RDC à combattre donc les rebelles du M23. Mais quand on parle donc de rebelles du M23, c'est le Rwanda. La RDC a toujours accusé donc le Rwanda d'héberger, de nourrir, de fournir donc des équipements, du matériel donc au Rwanda. Voyez-vous? Et donc, le Burundi qui vient aider son voisin, c'est-à-dire qui vient aider la RDC à mater donc les rebelles du M23. Les rebelles M23 qui ont presque comme parrain le Rwanda de Paul Kagame, vous conviendrez avec moi que les rebelles donc du raid Tamara, qui aussi viennent commettre donc des incursions au niveau du Burundi, ils ne peuvent qu'avoir comme base le Rwanda. Et c'est ce que nous voyons. Donc ça veut dire qu'en réalité, le Rwanda abrite deux bases pour des rebelles qui viennent commettre donc des voies de fait sur le territoire du voisin et repartent tranquillement. On espère aussi que l'Ouganda, aussi au nord du Rwanda, ne viendra pas dire qu'il y a aussi des rebelles qui sont au Rwanda. C'est ce que je crains, parce que ça devient récurrent. Ça devient récurrent que des rebelles quittent donc le Rwanda, ou du moins viennent du côté du Rwanda pour commettre donc des incursions, que ce soit au niveau de la RDC, que ce soit au niveau du Burundi, mais repartent tranquillement donc au Rwanda et qui ne sont jamais inquiétés. Pendant des années, la RDC avait dénoncé cela, disant que c'est véritablement le Rwanda qui abrite donc le M23, mais par des années, l'ONU et tout ça, ils ont envoyé juste donc des casques bleus onusiens, ne serait-ce que pour faire office donc de force tampon. Soit ne vient pas, l'autre aussi ne va pas, au lieu donc d'exiger, de désarmer donc ces rebelles-là. Aujourd'hui, les mêmes disent que presque le M23 est devenu donc une armée presque régulière et nationale, et donc il faut prendre du temps avant qu'on ne fasse leur retrait. C'est ce qu'ils ont décidé même, je crois, en novembre dernier, lors de leur mini-sommet, qu'il faudrait du temps avant qu'ils ne puissent donc replier. Replier vers où? Quand on parle de replier, ils ne peuvent qu'aller que de là où, d'où ils viennent. Voyez-vous? Et donc, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui avec les Red Tabara qui viennent également du côté donc, du Burundi. Finalement, le Rwanda est presque devenu donc, le centre névralgique ou donc l'épicentre donc, des rebelles qui terrorisent donc, les États voisins. Et ce n'est pas une très bonne chose. Tout à l'heure, nous parlons, à cette époque-là ou à cette étape-là, nous ne parlons que des groupes rebelles. Demain, peut-être, on parlera de groupes terroristes. Ouais. Et là, c'est tous ces trois pays-là qui seront donc inquiétés si jamais ce ne sont pas les mêmes qui dirigent donc ce peuple et que certains, peut-être que, appelle Paul Kagame, c'est vrai qu'il a annoncé sa candidature pour un 5e mandat, mais le jour où il partira et qu'un autre vient et qui ne veut pas donc continuer avec ses accords, avec ces rebelles-là sur son territoire, vous conviendrez avec moi que les mêmes rebelles vont prendre les armes contre le Rwanda. Voyez-vous, donc le mieux à faire aujourd'hui, c'est d'aider à les neutraliser, donc à effacer donc ces rebelles-là. S'ils veulent poser des revendications politiques, mais qui créent donc des formations politiques,
Et là, ils seront bien lotis et tout le monde va les applaudir. Mais si des gens, parce qu'on trouve facilement donc des armes quelque part donc au Rwanda, et on vient semer donc la zizanie et la discorde, et on repart tranquillement devant ce genre de personnes, vous connaissez donc la France. Il faut les mater. Il faut les mater. Ashraf Osama, le Rwanda à nouveau accusé par l'un de ses voisins d'abriter, d'armer et de nourrir des rebelles contre ce voisin dans le Burundi. Oui, effectivement, bon, encore le Rwanda qui est mis en cause, mais je crois qu'en droit international, il faut parler également avec réserve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas incriminer un État. Oui, le Rwanda rejette ses accusations. Oui, le Rwanda rejette ses accusations, donc ce qui veut dire qu'on ne peut parler au conditionnel. Est-ce que le Rwanda aurait vraiment apporté du soutien à ces groupes rebelles-là? Donc moi, je m'interroge. Parce que la RDC a toujours proliféré et le Burundi a des accusations contre le Rwanda, mais il faut aussi avoir des preuves matérielles de ce qu'on avance. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de preuves matérielles, mais c'est que le Rwanda se défend en disant qu'il n'apporte pas de soutien à ces groupes rebelles-là. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et en disant, quand vous prenez par exemple le Congo, la RDC, nous connaissons tous les massacres sur ce continent, des populations civiles qui subissent la violence au quotidien. Moi, j'ai lu j'ai un ouvrage avec moi de Charles Onana, où le titre de l'ouvrage, l'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Où vous voyez les massacres également de ces groupes rebelles-là sur le territoire congolais et burundais. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour moi, je suis juriste de formation et j'estime qu'il n'y a que la voie judiciaire peut-être qui peut régler ce problème. On peut estimer peut-être que je suis idéaliste peut-être sur ce plan-là, mais j'estime qu'à un moment donné, il faut réunir ces preuves-là et aller devant la Cour internationale de justice. Parce que c'est la Cour internationale, la CIJ, qui a la compétence également matérielle de statuer sur des litiges de cette nature. Lorsque vous estimez qu'un État vous agresse ou bien apporte un soutien à un groupe armé, parce que cela viole les principes et les buts de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, où l'article 2 est très clair. On dit que tous les États doivent s'abstenir d'apporter de l'aide ou s'attaquer à un autre pays par le recours de la violence contre même l'intégrité territoriale de ces pays-là. Et tous ces moyens qui seront peut-être éventuellement incompatibles avec les buts des Nations Unies. Et je crois que le but des Nations Unies aujourd'hui, c'est de pacifier la société internationale. Nous n'avons rien à gagner qu'un État apporte du soutien ou attaque un autre État. Donc pour moi, le Burundi, et même peut-être ça peut être peut-être des requêtes individuelles, c'est-à-dire saisir individuellement la Cour internationale de justice. Ça peut être également une requête collective, c'est-à-dire le Burundi et la RDC décident de se mettre ensemble pour apporter des preuves matérielles devant la Cour internationale de justice. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut passer par la voie judiciaire. Pour moi, il faut passer par la voie judiciaire pour désarmer, pour désarmer juridiquement aujourd'hui le Rwanda, si la responsabilité pénale également de cet État-là est véritablement établie. Ok, alors je voudrais savoir une chose. C'est vrai, on accuse le Rwanda de soutenir tel comme son voisin. Que gagne le Rwanda à faire ça? Est-ce que des fois aussi on ne devrait pas se poser cette question? Que gagnerait le Rwanda à déstabiliser le Burundi, que gagnerait le Rwanda à déstabiliser la RDC? Pour la RDC, on le sait, il y a plusieurs raisons. Mais le Burundi, est-ce juste la raison que vous avez évoquée, le soutien apporté par le Burundi à la RDC, ou il y aurait d'autres raisons, Sylvestre? Non, écoutez, en ce qui concerne le Burundi, pour l'heure, je n'ai que cette raison. Mais il faut faire observer également que depuis le temps donc de Nkurunziza, l'ex-président burundais, il y a déjà des rififis entre ces deux pays-là, si bien que même il y a eu des fermetures de frontières et tout. Donc ça veut dire que ça date peut-être, ces relations conflictuelles datent, hein, ce n'est pas donc avec la gouvernance donc d'Indayishimiye. Donc ça veut dire que ces États-là, ces États voisins, il faut véritablement qu'on puisse engager des discussions politiques avec ces États-là. Bon, le Rwanda, on sait que c'est le président qui est là, et fait déjà plusieurs mandats, donc lui, pour l'instant, il est inamovible. Donc, si on change parfois du côté de la RDC,
du côté donc du Burundi, au moins on a changé donc de président. Il y a eu des changements donc à la tête de l'État. Mais s'il y a eu ces changements-là et que ça ne marche toujours pas, il faut voir du côté donc du Rwanda. Puisque le seul qui est là, c'est lui qui a toujours des conflits avec tous les présidents qui passent dans les pays voisins. Alors, il faut chercher pourquoi cela. Bon, moi je pense que du côté donc de la RDC, on sait que c'est un pays immensement riche dans son sous-sol. Et donc, beaucoup de pays peuvent véritablement convoiter cela. Donc, une fois que on sait qu'il y a des groupes rebelles sur une partie du territoire, donc ça veut dire que vous ne contrôlez plus cette portion donc, du territoire. Et donc, tout ce qui est donc en sous-sol au niveau de cette portion, vous conviendrez avec moi que celui qui aide les rebelles, donc lui aussi en bénéficie. Maintenant, celui qui vient apporter son soutien au territoire, hein, qui véritablement nous procure beaucoup plus de bien. Bon, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi alors. C'est mon ennemi. Ouais, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Le Rwanda, le Burundi qui vient apporter son soutien à la RDC. La RDC, pour combattre donc les rebelles du M23. Les rebelles du M23 qui ont comme amis donc le Rwanda. Et donc le Rwanda qui a comme ennemi la RDC. Le Burundi qui vient apporter son soutien à la RDC. Donc l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Okay. Donc on prend tout donc de prendre également ces rebelles. Venez, il y a un territoire. Tout ce que vous voulez, bon, moi je vous donne, allez donc le déranger et vous revenez. Qu'on le nourrit, il y a quand même que gagnerait le Rwanda à faire ça? Oui, mais il y a des enjeux quand même géopolitiques très importants dans les Grands Lacs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, c'est ce qu'on dit, je n'ai pas la preuve matérielle de ce qu'on avance ici, mais paraît qu'il y a un soutien quand même immense des États-Unis et à Paul Kagame, où on veut aujourd'hui créer une sorte de prospérité économique des multinationales étrangères sur le continent. Et donc pacifier aujourd'hui la RDC n'arrange pas les affaires de certain nombre d'entités. Et donc, il accroîtrait leur chiffre d'affaires si ces pays-là demeurent éternellement dans l'instabilité. Et donc, si Paul Kagame instabilise effectivement ces pays, ce qui veut dire qu'il a également du soutien. Parce que n'oubliez pas que comparativement à la RDC, mais le Rwanda c'est un micro-État, hein, c'est un micro-État qui a une superficie totalement marginale par rapport à la RDC. Donc, ce qui veut dire que Paul Kagame a des soutiens probablement si il apporte du soutien au M23. Comme vous l'avez dit, mais quelles sont les motivations de ces incursions? Probablement, c'est pour des raisons d'exploitation des ressources minières. Et donc, lorsque vous avez également des Congolais qui également prospèrent économiquement, qui n'ont pas le sens aigu de l'intérêt général, ils préfèrent apporter leur soutien à l'étranger plutôt qu'aider l'État central à pacifier le pays. Donc, du coup, objectivement, il a quand même des soutiens sur le territoire national. Et donc, il y a également le gage que Paul Kagame donne à un certain nombre de puissances également étrangères. C'est-à-dire que peut-être que c'est un deal. Vous nous aidez à déstabiliser un certain nombre de pays et vous, politiquement, vous apportez également du soutien sur le plan national. Parce que n'oubliez pas que l'image de Paul Kagame sur le plan international, quoi qu'on le dise, est quand même entretenue. Hein. Peu importe les rapports sur les violations des droits de l'homme, on voit très bien que ce président-là n'est pas très inquiété. Hein, comparativement à un certain nombre de présidents qui subissent un certain nombre de réquisitoires d'un certain nombre d'États. Donc pour moi, les motivations sont diverses, politiques et économiques surtout. Merci beaucoup à vous. Eric, quelque chose à ajouter? Sinon, je veux dire tout simplement que le Rwanda constitue aujourd'hui un pays très stratégique dans la zone pour les Occidentaux. Il ne faut pas le nier, c'est ce qui se passe. Et donc, toucher au Rwanda aujourd'hui, c'est toucher aux intérêts de beaucoup de puissances. Et donc, vous voyez même que ce pays-là est en train de se développer très très rapidement. Aujourd'hui, le Rwanda est c'est presque un pays pilote sur beaucoup de plans pour les pays africains. Mais je pense que quand vous
vous grandissez sur du sable, et sachez que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Et en vivant de cette manière-là, en soutenant des rébellions contre les pays voisins, sachez que le jour où il y aura, vous avez vu un peu dans l'histoire ce qui s'est passé entre l'Irak et l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est devenu une telle puissance qu'elle dérange même, une puissance qui dérange même les pays occidentaux. Et on cherche des voies et moyens pour l'anéantir, mais personne n'y arrive pour le moment. Et donc, attention à ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.